c'est une sorte de Pearl Harbor du terrorisme auquel on vient d'assister, auquel on assiste en ce moment en direct. Dans le terrorisme, l'objectif des poseurs de bombes, l'objectif des commandos, c'est de déstabiliser la psychologie de l'État qui est victime pour faire passer un message. Le message, là, si vraiment la piste islamiste ou la piste palestinienne se confirme, c'est que il veut absolument empêcher l'Amérique de s'isoler, de se laisser aller, si jamais ils étaient tentés par l'isolationnisme. Ils sont impliqués au Proche-Orient, il faut qu'ils s'en souviennent. Vous avez utilisé une image particulièrement forte, Pearl Harbor. Pour nous tous, Pearl Harbor, je ne cherche pas à dramatiser, mais Pearl Harbor, il y a eu la guerre dans la foulée entre les États-Unis et le Japon. Pearl Harbor peut être la veille d'un séisme sans précédent, et nous sommes en train de le vivre sur l'ensemble de la planète. La première puissance mondiale vient de voir l'état-major, le site de l'état-major de ses armées attaqué. Alors votre sentiment? Non, moi je pense exactement le contraire. C'est-à-dire que quand je disais Pearl Harbor, c'est parce que c'est une attaque simultanée qui est massive et qui était absolument pas prévue. Et effectivement, il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Il y avait des menaces, comme il y en a toujours sur les États-Unis, des menaces plus précises. Il y avait effectivement une colère qui montait, un sentiment de vengeance qui s'exprimait dans les rues palestiniennes, le drapeau américain. Ça, c'est pas nouveau. Là où c'est différent, c'est que les terroristes essaient de faire des attentats spectaculaires. Ils essaient de déstabiliser leurs ennemis, la psychologie. Ils essaient de faire un coup. Et là, effectivement, ils ont réussi parce que ces images, elles font le tour du monde, parce que Poutine, parce que Blair, parce que le président Chirac réagissent immédiatement. Jacques Chirac a expliqué qu'il rentrait à son bureau à l'Élysée, subitement, comme s'il y avait une décision et une politique à mener tout de suite. Alors qu'en fait, il y a simplement une série d'attentats extraordinaires, un cataclysme terroriste comme on n'en a jamais vu, mais c'est pas une attaque au nucléaire, c'est pas une attaque, il n'y a pas de danger sur la France, par exemple. Revenons sur les faits, Marianne Cottenot. Et pendant que vous parliez justement, Vincent Hervouette, nous avons vu les images donc de la deuxième tour du World Trade Center qui s'effondrait. Donc il n'y a plus de World Trade Center à New York. Ce sont des images d'apocalypse où il y a avoir des centaines, voire des milliers de morts. Pour le moment, nous n'avons aucun bilan. Donc je vous rappelle ce qui s'est passé vers 14h45 environ. Un premier avion s'est encastré dans une première tour jumelle du World Trade Center. 18 minutes après, un deuxième avion s'est encastré dans la deuxième tour. Le haut des tours est en feu. Il y a eu des explosions. Et quelques minutes plus tard, peut-être une demi-heure plus tard, un troisième avion s'est encastré dans le Pentagone à Washington cette fois. On ignore encore le bilan, mais ça doit être terrible. Alors, Marianne Cottenot, en effet, ces deux tours qui viennent de s'effondrer, il y a quelques instants, on peut même pas dire quelques minutes, il y a 1 minute et demie peut-être à peu près, nous sommes à l'antenne depuis 15 heures, heure de Paris à peu près. Le premier des deux avions avait percuté 18 minutes auparavant la première des deux tours du World Trade Center qui n'existe plus, puis 18 minutes plus tard, quelques minutes avant que nous prenions l'antenne, donc, un deuxième appareil se crache, sans doute un appareil commercial. On parlait d'un Boeing 737 d'American Airlines détourné, cette deuxième tour. Et puis donc, 1h30 plus tard, il est un peu plus de 16h30, il est 16h34 dans quelques instants, 1h30 plus tard, après 1h30 d'incendie, mais sans doute fragilisé par ces deux crashs, eh bien, les deux tours, tout ou partie, nous ne pouvons pas vous le dire pour le moment, se sont effondrés. Les deux plus hautes tours du monde, 110 étages, 40 000 personnes qui travaillent à l'intérieur. C'est dire sans doute, en effet, même si elles ont été en partie évacuées, c'est dire que le nombre des victimes se comptera par milliers, voire par dizaines de milliers. Marianne Cottenot. Alors maintenant, nous allons à Rennes, nous allons retrouver François Bachy. François Bachy, donc, le président de la République a fait une courte allocution. Il a donc écourté son voyage à Rennes pour rentrer précipitamment à Paris. Oui, parce que tout, effectivement, ici devenait totalement artificiel. Jacques Chirac a appris en arrivant à la faculté des métiers le drame new-yorkais. Il s'est tenu au courant minute par minute grâce à son aide de camp. Peu à peu, il a appris la nature terroriste de ces actes dramatiques. Il a alors choisi de s'isoler dans un bureau pour se mettre en relation avec Paris, essayer d'en savoir plus dans ce flot d'informations qui est arrivé pendant toute cette heure. Et puis Jacques Chirac, effectivement, a exprimé son émotion et la solidarité du peuple français avant de regagner Paris où il sera dans 1 heure. Je vous rappelle que Jacques Chirac doit voir normalement George Bush la semaine prochaine à Washington et se rendre d'ailleurs à New York pour un sommet des Nations Unies. Est-ce que l'on peut imaginer un conseil de sécurité, un conseil de défense qui pourrait se tenir avec le ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, Lionel Jospin et bien sûr Alain Richard, le ministre de la Défense?
C'est tout à fait envisageable, mais pour l'instant, je crois qu'effectivement, nous sommes dans une situation d'urgence où chacun attend de rentrer à Paris, d'avoir plus d'informations, mais il est évident que ces personnes se rencontreront vraisemblablement dans la soirée. Merci François Bachy. Je rappelle que vous étiez aux côtés de Jacques Chirac, du président de la République, et donc en direct de Rennes. Marianne Cottonoff. Oui Thierry, on vient d'apprendre donc qu'un des deux avions qui ont frappé donc tout à l'heure le World Trade Center à New York pouvait transporter jusqu'à 158 passagers. Je vous rappelle qu'il a été détourné. Il s'agit d'un Boeing 767 qui assurait le vol numéro 11 d'American Airlines entre Boston et Los Angeles. Donc de tels vols bien sûr impliquent en plus la présence de 2 pilotes et de 9 ou 10 membres d'équipage. Donc il y aurait aux alentours de 170 morts donc en plus. Ce seraient donc les passagers de cet avion. Et puis il faut ajouter que normalement, d'après nos informations, le deuxième appareil aurait également été détourné. Donc les morts vont sans doute se compter par centaines. Alors vous nous pardonnerez ces comptabilités particulièrement morbides, mais c'est bien des images d'apocalypse que nous vous diffusons actuellement en direct depuis New York. New York où donc au début de l'après-midi, 15h heure de Paris, 2 attentats perpétrés après avoir détourné des avions donc contre les tours du World Trade Center qui ont été rayés de la carte il y a quelques minutes. Des précisions ou d'autres informations. Londres, la diplomatie britannique qui propose son aide pour retrouver les auteurs des attentats. Marianne Cottonoff. Et puis Israël aussi qui a proposé son aide aux États-Unis. Et puis j'ajoute que l'explosion du Pentagone, et en fait il y a eu 2 explosions, mais une explosion a été apparemment provoquée par une bombe. C'est ce qu'a ajouté donc des témoins qui étaient là. C'est une bombe sortée, a déclaré donc un témoin qui était sur place. Un autre témoin, un journaliste, avait rapporté qu'elle avait entendu le bruit de 2 explosions. Donc vous voyez, pour le moment, ce sont des informations qui sont bien sûr difficiles à confirmer. Ce sont des informations qui nous arrivent par bribes. Nous vous les livrons telles que nous les recevons, mais apparemment donc il y aurait une bombe. Et vous voyez actuellement donc ces images diffusées en direct depuis l'une des rives de la baie de l'Hudson River au centre de Manhattan. Vous voyez au premier plan devant le sud de Manhattan, la presqu'île new-yorkaise, donc le quartier des affaires qui est entouré de cette gigantesque fumée blanche qui est le fruit de la chute des 2 tours du World Trade Center après qu'elles aient été percutées par des avions. Et vous voyez à gauche de l'écran qui va disparaître dans quelques secondes, voilà c'est fait, la tour de la Statue de la Liberté qui est là au milieu de cette baie. Vous voyez à nouveau les images de la chute il y a quelques instants de la 2e tour des 2 sœurs jumelles, des 2 tours jumelles du World Trade Center qui s'est effondrée alors à une demi-heure d'intervalle, peut-être un petit peu plus de l'autre tour du World Trade Center, ce centre d'affaires mondial de New York, donc aux États-Unis, capitale économique des États-Unis. La panique, ou en tout cas l'inquiétude très grande qui a saisi l'ensemble des chancelleries, Vincent Hervouette, bien sûr touche au premier chef Israël qui a décidé d'évacuer ses représentations diplomatiques aux États-Unis, c'est-à-dire l'ensemble de son personnel aux États-Unis, de crainte d'ailleurs que l'ensemble de ces personnels ne soit la cible d'attaque à la suite des attentats spectaculaires que nous venons de vivre. Le problème, c'est que le Pentagone, comme les ambassades israéliennes, comme les ambassades américaines d'ailleurs, sont des bâtiments qui sont très protégés, notamment pour ce qui concerne le Pentagone, par des missiles sol-air. Cela dit, contre effectivement un kamikaze, il n'y a pas de protection véritablement à 100% efficace, et on vient de s'en rendre compte. Je voudrais juste rajouter une chose au propos d'Israël et de la piste islamiste à laquelle tout le monde évidemment pense tout de suite. Il y a quand même un précédent auquel il faut se référer, c'est l'attentat meurtrier d'Oklahoma City. Quand les limiers américains ont commencé à travailler sur Oklahoma City, ils ont immédiatement indiqué que c'était Ben Laden. Ils ont immédiatement pensé à la piste islamiste et ça a duré pendant plusieurs jours avant que Bill Clinton, qui était resté très prudent dans cette affaire, ne commence à expliquer à l'opinion qu'on ne savait pas du tout où en était l'enquête, que toutes les rumeurs qui circulaient étaient fausses. C'était un civil américain. En fait, c'était effectivement un forcené américain. Ça n'avait absolument rien à voir. C'était un attentat interne, rien à voir avec la piste islamiste. Donc, il faut quand même être prudent. Comment imaginer que ce puisse être ce type de scénario cette fois-ci? C'est tout de même très difficile compte tenu de la... Thierry, comment imaginer que le FDLP, qui est une organisation communiste crypto-stalinienne moribonde, qui a réussi un coup d'éclat depuis 5 ans, à savoir attaquer une base de l'armée israélienne il y a 3 semaines et tuer 3 soldats, ce qui était véritablement une sorte d'épopée pour les Palestiniens, quelque chose d'inconcevable que le FDLP réussisse à faire ça. Mais comment imaginer qu'il se fasse aujourd'hui à la fois le Pentagone et les 2 tours du World Trade Center
Center, le symbole de New York. C'est inimaginable aussi. Alors, peut-être d'autres informations qui nous parviennent actuellement en direct. L'Union européenne condamne par la voix notamment du Premier ministre belge Guy Verhofstadt avec la plus grande fermeté ces actes de barbarie. Alors, revenons peut-être sur ces images que nous voyons actuellement. Je vous rappelle, en direct, nous sommes en direct avec ces images qui nous proviennent de New York. Sur votre écran à gauche, l'image directe de la baie de l'Hudson River et la chute de ces deux tours qui ont été rayées de la carte, les deux tours du World Trade Center. Et puis à droite, nous vous rediffusons l'image de l'arrivée du deuxième avion qui s'est crashé contre l'une des deux tours jumelles, la seconde. C'était vers, je vous le rappelle, 8h45 heure de New York, c'est-à-dire un petit peu avant 15h heure de Paris. Marianne Cottonov. Oui, alors nous allons prendre tout de suite au téléphone Jean-Luc Marais. Vous êtes spécialiste terroriste et de stratégie internationale. Donc vous, que pensez-vous donc de la piste du FDLP? Je crois que c'est probablement inexact parce que cette organisation politique était marginalisée entre l'autorité palestinienne et le Hamas et je les vois pas avoir les moyens de faire ça. Mais en réalité, vous avez invoqué tout à l'heure Oklahoma. Moi, personnellement, il y a un précédent auquel je pense aussitôt, c'est que c'est le premier attentat qu'il y a eu contre le World Trade Center en 95. Ça avait été fait par un type qui s'appelait Ramzi Youssef, qui est depuis en prison aux États-Unis, et il avait décidé de faire exploser le même jour de 95 12 avions américains au-dessus du Pacifique. Il n'a pas réussi en ce qui concerne les avions américains, mais en tout cas, il y avait eu l'attentat du World Trade Center. Qui était ce personnage, Monsieur Marais? Pardon? Qui était ce personnage? Ramzi Youssef, c'est un type qui appartenait à la structure d'Oussama Bin Laden. Alors il faut être prudent parce que aussitôt, d'une façon un peu fantasmatique, spécialement aux États-Unis, on invoque Oussama Bin Laden chaque fois qu'il y a quelque chose de terroriste qui se passe, mais en réalité, c'est quand même probable. C'est quand même probable. Oussama Ben Laden, est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi de cette organisation? Vous dites la structure d'Oussama Ben Laden. Qui est-il et quelle est cette structure? Malheureusement, on ne peut pas être manichéen parce qu'il ne faut pas voir l'organisation d'Oussama Ben Laden comme quelque chose de très structuré. Une organisation style parti politique ou FPLP ou GIA, c'est une sorte de nébuleuse informelle avec des membres, avec des équipes qui se forment pour des projets très précis. Et Oussama Bin Laden, donc c'est un fils d'une famille saoudienne, yéméno-saoudite, qui a décidé un jour de s'attaquer à la puissance américaine. Pour quelle raison? Il faut d'abord dire au départ, et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas être manichéen, c'est que il a quand même été non pas alliés, mais il y a eu une connivence d'intérêts avec les États-Unis et l'Angleterre et Oussama Bin Laden pendant la guerre d'Afghanistan quand les Russes étaient en Afghanistan. Et Oussama Bin Laden a servi, a financé, a formé militairement les résistants afghans contre les Russes. Alors, et ensuite, Jean-Luc Marais, je vous interromps parce que nous avons des informations. Vous restez avec nous si vous le souhaitez. Nous allons vous redonner la parole avec Vincent Hervouet dans un instant. Deux informations. D'abord, l'explosion, l'attentat au département d'État aurait eu lieu. Il y aurait eu donc une explosion, une voiture piégée au département d'État, donc à Washington. Autre information fournie à l'instant par la chaîne de télévision américaine ABC News. Et puis Tony Blair, donc le Premier ministre britannique, à l'instar de ce qu'a décidé le président Jacques Chirac d'ailleurs il y a quelques minutes, Tony Blair à Londres a décidé de convoquer une réunion d'urgence de son cabinet. Marianne Cottonov. Oui, alors je vous propose maintenant d'écouter deux témoignages donc des personnes qui se trouvaient à New York, dans les rues de New York au moment donc de ces terribles attentats. On les écoute. J'étais en train de secourir des gens lorsque nous avons entendu une énorme explosion. Tout d'un coup, tout est devenu noir, des bris de verre nous tombaient dessus, blessant les gens en dessous. Tout était très sombre et épais, c'était comme de la neige, mais en fait c'était des morceaux de l'immeuble qui nous tombaient sur la tête. C'était un véritable cauchemar. J'étais au coin de la 6e avenue et de la rue d'Hudson en train de téléphoner. En levant la tête, j'ai vu une explosion. Autour de moi, les gens étaient en train de pleurer, certains allongés sur le sol. Dans le ciel, la tour était en train de s'écrouler dans un nuage noir. En une seconde, c'était plein de fumée, de poussière et il ne restait plus qu'une seule tour. Alors retour maintenant donc à New York avec vous Pierre-Alexandre. Il n'existe plus donc de World Trade Center, je vais y arriver. Tous les avions au départ des aéroports américains sont cloués au sol maintenant, donc jusqu'à nouvel ordre. Vous avez des informations? Écoutez, c'est un climat de panique totale. Il y a sans doute des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le périmètre direct du World Trade Center. Et pour l'instant, eh bien, la situation est très très loin de se calmer puisque la fumée est toujours dense, de plus en plus dense. Et visiblement, eh bien, on ne peut pas entrer dans le périmètre puisque la police essaie d'évacuer au maximum toutes les personnes qui travaillent dans ce quartier vers
d'autres parties de New York, d'autres parties de Manhattan, mais cela prend une tournure catastrophique, dramatique. C'est un climat de panique totale, d'autant plus que là, eh bien, vous voyez, on est dans un nuage qui ne désemplit pas, qui se poursuit malgré le fait que ça leur fait maintenant près de 2 heures que la première explosion a eu lieu. Ce sont véritablement des scènes d'apocalypse que l'on voit là, et on voit donc des personnes là sur les images qui nous arrivent. On voit donc encore ces fumées donc qui s'échappent de ces tours. Alors il faut rappeler, Marianne Cotenoff et Pierre-Alexandre, que donc 3 symboles considérable voilà, nous sommes en ce moment avec de nouvelles images en effet qui nous arrivent des États-Unis, avec une tentative évidemment de secours sur l'une des victimes, très nombreuses, victimes par milliers, alors même que ce sont les secouristes eux-mêmes qui sont en difficulté, on peut l'imaginer, des images qui sont à New York. 3 symboles de la puissance américaine, d'une part le World Trade Center, Vincent Hervouet, la puissance économique, elles ont été rasées aujourd'hui. Centre du commerce mondial. Centre du commerce mondial, et puis le PC de l'armée américaine, et puis le département d'État, une information qui nous est parvenue il y a quelques instants. C'est la puissance militaire américaine, avec ce petit attentat au Pentagone qui n'aurait fait que 7 blessés, d'après le communiqué officiel. C'est le département d'État, c'est la diplomatie, c'est la politique étrangère américaine, c'est l'Amérique qui est l'hyperpuissance, comme on dit ici, contre laquelle avec laquelle personne ne rivalise, aucune nation au monde. Et puis, c'est le World Trade Center, symbole du capitalisme américain, symbole de la puissance financière, le dollar, et le centre du commerce mondial, que si on prend la traduction littérale du World Trade Center. Déclaration de François Bayrou, le président de l'UDF, parti politique français. Non, j'évoque cette déclaration parce qu'il replie l'image que vous évoquiez à l'instant sur LCI. François Bayrou qui dit c'est Pearl Harbor Empire. Nous évoquions la suite de Pearl Harbor il y a une quarantaine d'années. Vous considérez au contraire que ce n'est pas une grande puissance qui a attaqué les États-Unis, et l'ensemble des grandes puissances et des capitales mondiales sont solidaires alors qu'il est de Washington. Vous savez, Pearl Harbor, c'est aussi l'entrée de l'Amérique dans la guerre. La Pearl Harbor, c'est des centaines et des centaines de morts de marins américains tués sans qu'ils aient eu le temps de se protéger. Pour l'instant, on ne sait pas combien il y a de victimes. Il y a surtout une des images qui donne l'impression d'une sorte d'apocalypse, il y a cette fumée, il y a cette image incroyable qui va frapper les imaginations. Il y a pour l'instant l'information qui est déstabilisée, tout le monde est très choqué par ce qui vient de se passer, ça a un point symbolique extraordinaire, ça déstabilisera évidemment les Américains, mais bon, pour l'instant, il ne faut pas quand même imaginer que... vous savez, les terroristes cherchent toujours à obtenir la surenchère dans l'information, ils cherchent toujours à stupéfier les intelligences, parce que l'émotion, finalement, empêche après de raisonner. On ne sait pas très bien qui a frappé, mais on comprend très bien qu'il faut plier. C'est toujours comme ça que ça marche. Eh bien, c'est assez sommaire finalement. Et jouer sur l'émotion, jouer par la terreur sur les imaginations, eh bien, c'est ce que l'on obtient, notamment en utilisant le système médiatique. Ce n'est pas simplement pour faire un brelan symbolique idéal qui s'attaque au département d'État, qui s'attaque au Pentagone, au World Trade Center. C'est qu'ils attaquent à des lieux qui sont connus dans le monde entier, et qu'on imagine extrêmement protégés. Et ils disent finalement aux Américains, vous n'êtes pas intouchables, vous n'êtes pas les maîtres du monde. Si nous posons la question de la suite, c'est parce qu'évidemment, on doit imaginer que Washington et sa puissance chercheront des représailles. Oui, bien sûr, on trouvera sûrement quelqu'un à bombarder. Mais vous savez, les représailles, on trouvera sans doute des membres du réseau à mettre en prison. On arrivera peut-être même à démanteler entièrement le réseau, comme on l'a fait au précédent attentat du World Trade Center, d'une espèce de mouvance qui se rattachait à Ben Laden, d'un Égyptien, un cheikh qui finira à ses jours derrière les barreaux de sa prison américaine, et qui a été condamné à perpétuité, ainsi que tous les membres de son réseau. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que on essaye, en faisant pression sur l'Amérique, de l'obliger à prendre une position différente dans le conflit israélo-arabe, si il est avéré que c'est bien un attentat islamiste. C'est la guerre menée à l'Occident, c'est la guerre menée au grand Satan, c'est la guerre menée à l'impie, c'est la guerre auquel on assiste. C'est un spectacle de guerre. Ça ne veut pas dire que ce soit pour autant une guerre qui se prépare. Alors, Vincent Hervouet, là, on apprend à l'instant que le Front populaire de libération de la Palestine, donc le FPLP, affirme n'avoir aucun lien
avec la série d'attentats donc qui viennent de se passer aux États-Unis. Donc ils sont basés à Damas et ils affirment n'avoir rien à voir avec ces explosions. Ils ont tenu une conférence de presse. Oui, alors ce qui est assez curieux dans la déclaration du FPLP, au moins pour une fois, ils ne se vendent pas. Vous savez qu'en général, quand il y a un attentat palestinien, toutes les organisations essayent de tirer la couverture à eux et revendiquent au nom des attentats qu'ils n'ont pas obligatoirement commis. Le FPLP ne se vende pas. Ce qui est curieux, c'est que quand même, au moment où leur secrétaire général, Abou Ali Mustafa, a été liquidé par les Américains, ils avaient promis, ils avaient juré de venger cette mort et de s'en prendre aux intérêts américains et israéliens à travers le monde. Notre riposte sera dure et atteindra les intérêts américains et israéliens où qu'ils se trouvent, avait déclaré donc un membre du comité exécutif du FPLP. Bon, ils l'ont pas fait. Et là, donc, on apprend que Yasser Arafat condamne, lui, les attentats donc commis aux États-Unis. C'est le minimum. Oui, alors nous avons en ligne avec nous au téléphone depuis la Belgique l'un des spécialistes israéliens de la question islamite. Vous êtes professeur israélien, je crois, oui. Universitaire à Jérusalem. C'est ça. Alors, comment réagissez-vous et comment analysez-vous, autant que nous puissions le faire à l'heure qu'il est, la situation compte tenu de ce que vous avez dû voir, des images et de ces attentats suicides perpétrés à la fois à New York et à Washington? Écoutez, tout d'abord, on ne connaît pas encore l'auteur de ces attentats. Et il peut être d'une mouvance islamique, un de ces mouvements intégristes islamiques, que ce soit Bin Laden ou Hamas ou Hezbollah, qui agissent sur le plan mondial et contre les intérêts des États-Unis et contre les intérêts d'Israël. Et ça peut être un mouvement nationaliste qui n'a rien à voir avec l'intégrisme, comme les diverses factions de l'OLP et d'autres. Mais vous pensez à qui, professeur israélien en particulier? Toutes les deux tendances sont susceptibles de faire une horreur de ce genre parce que on a toutes les deux tendances commettant exactement les mêmes choses, toutes proportions gardées bien entendu, en Israël tous les jours. Mais tant que ça arrive seulement en Israël, on dit c'est le problème d'Israël. Maintenant que ça commence à arriver un peu partout dans le monde, le monde se réveille et voit à qui nous faisons face. Oui, alors professeur israélien, comment imaginer, ainsi que nous le disait Vincent Hervouette tout à l'heure, que des organisations palestiniennes, qui même si elles ont quelques moyens, aient pu disposer des moyens considérables, techniques, financiers nécessaires pour réaliser de tels attentats? Monsieur Arafat a des milliards de dollars dans les banques. Et tout cet argent qui a été d'ailleurs collecté avec l'aide d'Israël. Professeur israélien, pardonnez-moi, je vous interromps parce que l'agence France Presse nous fournit une nouvelle information. Un avion détourné se dirigerait actuellement, nous sommes en direct, se dirigerait ce matin, heure de New York, vers le Pentagone, c'est-à-dire le ministère de la Défense américain que vous voyez actuellement sur ces images. Qui a déjà été l'objet d'un attentat tout à l'heure. Et qui a en effet, Marianne Cottoneuf, déjà été touché. Oui, par un avion. Donc, hein. Alors donc c'est une information signée du FBI, un responsable du FBI, Vincent Hervouette, le bureau d'investigation, la police fédérale américaine. Oui, non, ce que j'aurais demandé à notre interlocuteur qui est au téléphone, qui mettait en cause Yasser Arafat, est-ce qu'il imagine, ne serait-ce qu'un instant froidement, que le président de l'autorité palestinienne puisse se trouver derrière une campagne qui touche, une campagne de 5 attentats déjà, on en dénombre déjà 5, qui vise au cœur de l'Amérique? Est-ce qu'il croit ça sérieusement, lui qui est universitaire et israélien? Professeur israélien? Oui, écoutez, je ne sais pas s'il est derrière ou pas. Ça doit être bien sûr enquêté pour pouvoir arriver à ces conclusions. Mais jugé par les célébrations qu'on voit déjà sur les écrans un peu partout dans la Cisjordanie, parmi les Palestiniens et surtout dans les camps des réfugiés palestiniens au Liban, alors il paraît qu'eux au moins soutiennent ce genre d'activité contre les États-Unis d'Amérique. Si Arafat l'a fait par ses moyens, il en a les moyens, mais s'il l'a fait ou pas, on ne peut pas juger sans une enquête sérieuse. Alors, nous revenons peut-être sur les faits avec d'autres informations, Marianne Cottoneuf, et en particulier sur cette information qui nous arrive à l'instant même. Vous voyez en direct ces images de l'incendie qui touche une partie, l'une des ailes de ce Pentagone, précisément, de cet immeuble à Washington, tout près du centre de Washington et de la Maison-Blanche, où se trouve le ministère de la Défense américain, l'état-major central des États-Unis. Donc, troisième appareil serait en train donc de se diriger vers le Pentagone. Le Pentagone, donc vous le disiez tout à l'heure,
Thierry Guerrier, qui a déjà été touché donc par un attentat et touché par un avion tout à l'heure. Alors j'ajoute que tous les vols de la compagnie aérienne Air France à destination des États-Unis sont bien sûr déroutés ou annulés à la suite bien sûr de ces attaques terroristes. Et je voudrais qu'on rejoigne tout de suite donc Pierre-Alexandre. Peut-être d'autres informations à propos des vols. Tous les vols domestiques, tous les vols sur l'ensemble des aéroports américains ont été suspendus. Et puis l'armée de l'air russe, nous sommes de l'autre côté de la planète, l'armée de l'air russe a donc pris des mesures antiterroristes actuellement, anti-aériennes en Russie. Nous rejoignons donc Pierre-Alexandre. Voilà, Pierre-Alexandre, vous êtes toujours donc dans les rues de New York. Oui. Maintenant, où en sommes-nous? C'est toujours des scènes d'apocalypse, je suppose, donc il n'existe plus de World Trade Center. Où en sont les secours? Est-ce que ce sont des scènes de panique encore auxquelles vous pouvez assister? Les secours continuent à affluer. C'est un balai incessant d'ambulances et de voitures de pompiers qui se dirigent vers Manhattan et qui reviennent de Manhattan, puisque je suis ici à Brooklyn, en face du Brooklyn Bridge, en face exactement des Twin Towers, des tours jumelles. J'essaye par tous les moyens de joindre les gens que je connais qui travaillent à proximité des tours jumelles, mais il n'y a aucune communication qui passe pour l'instant. On n'a aucune information précise de ce qui s'est passé, de la vitesse à laquelle les bâtiments ont été évacués, de l'endroit où les gens se trouvent maintenant, tous les gens qui travaillaient autour du World Trade Center, dans les tours qui sont tout près. Il y a, je rappelle, des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans ce quartier. C'est sans doute le quartier qui a la plus forte densité humaine au monde. Alors Pierre, on apprend que les bourses américaines sont bien sûr fermées et on a appris également qu'un avion détourné se dirigerait actuellement vers le Pentagone. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Bien écoutez, non, rien de plus. Cette information vient effectivement d'être ici communiquée sur les médias américains. Dans le même temps, le FBI a déclaré que pour l'instant, aucune revendication crédible n'était à prendre en considération. C'est pour l'instant, si vous voulez, la grande confusion ici, la panique. Et la préoccupation, c'est de savoir exactement quelle est l'ampleur des dégâts à l'intérieur, mais on redoute vraiment ici une catastrophe énorme. Alors Pierre-Alexandre, je rappelle que vous êtes en direct et vous restez avec nous bien sûr en direct au téléphone de New York. Vous êtes actuellement à Brooklyn et vous êtes au cœur de cet spectacle dramatique auquel nous assistons depuis le début de l'après-midi. Pour les téléspectateurs d'LCI, sur la gauche de votre écran, donc en direct les images depuis cette baie de l'Hudson du sud de la presqu'île de Manhattan où les deux tours du World Trade Center se sont effondrées. Et puis sur la droite, des images qui nous parviennent des télévisions américaines du Pentagone de Washington. Pourquoi Washington? Eh bien parce que un autre appareil, un troisième avion, détourné sans doute lui aussi, s'est crashé sur le ministère des Affaires, du ministère de la Défense, l'état-major de l'armée américaine. Et puis, un petit peu plus tard, à l'heure qu'il est, il y a quelques minutes, le FBI, la police fédérale américaine, a alerté l'ensemble de ses concitoyens américains, via les médias, de la possibilité, du risque de voir un troisième appareil, un autre appareil, se diriger en ce moment même, et nous n'avons pas d'informations supplémentaires, vers le Pentagone donc. Mais nous avons eu cet après-midi deux revendications. Une première, le FDLP, qui a été démentie, et puis une autre, à l'instant, Vincent Hervouette. Oui, c'est un journaliste arabe qui travaille à Londres. C'est que Londres est une grande capitale arabe pour la presse, qui a des liens très étroits avec la mouvance Ben Laden et qui a déjà à plusieurs reprises interviewé le patron du réseau islamiste qui vit maintenant caché en Afghanistan. Eh bien, il affirme que Ben Laden lui avait annoncé des attentats sans précédent contre les intérêts américains en raison donc du soutien de Washington à la politique israélienne. Et ce journal s'appelle Al-Quds Al-Arabi, donc et le journaliste qui avait rencontré Ben Laden n'avait pas pris vraiment très au sérieux ces menaces. En tout cas, il s'est dit attendons pour voir. Attendons de voir ce qui va se passer avant d'en faire état. Et donc cet après-midi, il a déclaré à nos confrères de Reuters à Londres eh bien qu'il a fait part de cette revendication a priori en quelque sorte de Ben Laden. En tout cas, évidemment que le réseau Ben Laden, qui est l'ennemi juré des États-Unis et qui est la bête noire de la CIA, qui est une sorte de loup-garou du terrorisme international, est celui qui est le premier suspect sur la liste. Donc suspicion d'une revendication ou d'une action de Ben Laden sans une revendication formelle à l'heure qu'il est. Marianne Kotonov. Oui, alors là, je voudrais qu'on écoute maintenant un témoignage, donc encore une personne qui se trouvait bien sûr dans les rues de New York au moment de cette terrible catastrophe. Écoutez. Nous étions dans le centre financier lorsque nous avons entendu un énorme boom. Il y avait de la fumée qui sortait des fenêtres, les gens se sont jetés au sol
Et alors on a vu le trou béant dans la tour. Il y avait de la fumée partout et les gens sautaient par les fenêtres. Ils sautaient par les fenêtres pour s'échapper. Je ne sais pas, c'était tellement fou, il n'y avait pas de moyen de sortir, tout est bloqué. On nous ordonnait de partir, mais il n'y avait pas de sortie. Et puis j'ai entendu l'autre avion s'écraser. Si vous allez vers la deuxième tour, vous verrez les gens. Les gens, ils sont tous en train de sauter par les fenêtres. Voilà, vous rejoignez ou vous êtes en direct depuis le début de l'après-midi avec nous sur LCI. Nous intervenons avec une antenne continue depuis à peu près 15 heures, heure de Paris, 2 heures donc. Depuis que nous avons appris et depuis que nous pouvons vous diffuser ces images, depuis que nous avons appris en effet cette série d'attentats sans précédent, cette catastrophe et ces actes de guerre contre les États-Unis, des avions qui percutent les tours du World Trade Center, qui n'existent plus, le World Trade Center et ses 2 tours jumelles ont disparu, attaque contre le Pentagone à Washington, attaque contre le département d'État. Nous allons revenir un petit peu plus en détail et en images avec Thomas Auro sur l'ensemble de ce scénario inimaginable qui s'est déroulé depuis 15 heures de Paris aux États-Unis. Quelques minutes après le premier crash, un second avion s'encastre dans la 2e tour du World Trade Center de New York. Il est près de 9 h du matin, l'heure de pointe où les New-Yorkais vont travailler. L'explosion est gigantesque. Elle laisse derrière elle un trou béant. Au pied des bâtiments de 110 étages, des débris en feu s'écrasent sur la place située entre les 2 tours. Une pluie de métal en fusion se déverse sur les New-Yorkais affolés. Un immense périmètre de sécurité est rapidement dressé. Des milliers de personnes quittent leur bureau dans la panique et courent dans les rues pour s'éloigner du sinistre. Rapidement, le FBI indique qu'il s'agit d'un acte mal intentionné, en clair d'un attentat. Le FDLP, le Front de Libération de la Palestine, sans plus de précision, revendique l'attentat quelques dizaines de minutes plus tard, avant de le démentir. Les 2 avions, dont le premier, un Boeing 767 de la compagnie American Airlines, ont été détournés ce matin après leur départ de Boston par des terroristes sur les tours jumelles de Manhattan. Tous les aéroports de la ville sont fermés par crainte d'une nouvelle attaque. Celle-ci survient quelques minutes plus tard. Un 3e avion percute le Pentagone, aussitôt évacué. Le département d'État est en feu après l'explosion d'une voiture piégée. Par précaution, le personnel de la Maison-Blanche quitte lui aussi ses bureaux. Au même moment, une des 2 tours s'effondre, cassée en 2 par la violence du choc. Une véritable panique s'empare des rues de Manhattan. Puis c'est le 2e bâtiment qui s'effondre à son tour et déverse ses débris dans une tempête de cendres. Impossible d'évaluer le nombre de victimes. Les premiers blessés sont évacués en toute urgence. Tous les vols commerciaux aux États-Unis sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Voilà, j'ajoute que un avion serait en train de se diriger actuellement vers le Pentagone, donc un avion également détourné, alors que le Pentagone a déjà été victime, vous l'avez vu, d'un premier attentat. Et puis, on vient de l'apprendre, un Boeing se serait écrasé près de Pittsburgh, donc en Pennsylvanie. Pour le moment, nous ne pouvons pas confirmer cette information ni l'étayer. Nous sommes en direct sur LCI après cette série d'attentats qui sont produits aux États-Unis. Autre information qui nous parvient à l'instant même, à Chicago, dans une autre grande métropole américaine, l'ensemble des immeubles de bureaux les plus élevés, ainsi que les bourses d'actions de matières premières de Chicago, ont été évacués ce matin heure de New York, cet après-midi heure de Paris, après bien sûr le double attentat de New York et puis les attentats de Washington. Donc les grands bâtiments, les buildings de Chicago évacués pour bien sûr par mesure de précaution. Marianne Kotonoff, il y a aussi actuellement à Paris les prémices d'une réunion de crise à Matignon autour du Premier ministre Lionel Jospin. Et puis le président américain, Marianne Kotonoff. Oui, le président américain qui s'est exprimé depuis la Floride où il était lorsque ces attentats ont été perpétrés. Le président américain qui a fait une courte allocution et qui s'est dit bien sûr horrifié par ces attentats. On l'écoute tout de suite. Aujourd'hui, nous avons eu une tragédie. 2 avions se sont écrasés contre le World Trade Center dans une apparente attaque terroriste. J'ai parlé au vice-président, j'ai parlé au gouverneur de New York, avec le directeur du FBI.
Et nous avons mis toutes les ressources du gouvernement sur cette enquête pour aider évidemment les victimes de cette attaque et pour mettre en route une enquête globale pour trouver ceux qui ont fait cet acte. Le terrorisme contre notre nation ne sera pas accepté. Et maintenant, si vous voulez bien, vous allez vous joindre à une minute de silence avec moi. Voilà une tragédie, dit le président américain, une attaque terroriste, et puis cette minute de silence, à laquelle, symboliquement bien sûr, se sont associés un grand nombre de chefs d'État de la planète, et en particulier le président Jacques Chirac, qui était, vous le savez, en voyage depuis 2 jours, depuis hier, à Rennes, en Bretagne. Le président Chirac qui a quitté la Bretagne pour rentrer à Paris d'urgence, mais qui auparavant a fait une déclaration que nous allons entendre. Jacques Chirac, le chef de l'État. J'étais venu ici avec une grande joie, parce qu'il s'agit d'un superbe projet, initié à l'origine par le Conseil général de ce département, et je me réjouissais à la fois de visiter cette réalisation, de fait. Voilà, alors le président Jacques Chirac, pardonnez-nous, nous vous diffusions à l'instant une déclaration du président Chirac dans le contexte de sa visite consacrée à la pêche et à l'agriculture. Bien sûr, quelques minutes plus tard, il s'est exprimé sur cet effroyable événement en cascade qui est en train de se dérouler, qu'il n'est pas fini, puisque on redoute même la chute d'un nouvel avion sur le Pentagone. Information du FBI. Voici la source que nous avons d'après ABC News, une chaîne de télévision américaine. Alors je reviens à la France. Déclaration de chef d'État et du président français en particulier de solidarité à l'égard des Américains, des États-Unis. Déclaration aussi du Premier ministre Lionel Jospin ainsi que le ministre des Affaires étrangères. Premier ministre Lionel Jospin qui s'est dit horrifié par ce qui se déroule actuellement aux États-Unis. Nous écoutons Lionel Jospin. C'est évidemment une nouvelle tragique qui nous a tous frappés cet après-midi. Ce sont des attentats d'une violence et d'une gravité sans précédent qui ont frappé le World Trade Center, le Pentagone, sans doute d'autres lieux dans des grandes villes américaines. Mon premier sentiment est celui d'une émotion profonde, de l'horreur aussi pour cette violence inacceptable, des pensées d'émotion à l'égard des victimes, de leurs familles, et l'expression d'une solidarité profonde à l'égard du peuple américain. Nous devons tirer quelques conséquences de cette situation, même si elle frappe de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai donc demandé au ministre des Affaires étrangères, au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, au ministre des Transports de me rejoindre à Matignon. Ils viennent d'arriver dans mon bureau et nous allons examiner de façon calme et rigoureuse ce que nous avons à faire. Il y a des conséquences. J'ai eu une conversation avec le président de la République qui, vous le savez, revient de Bretagne, où il était, et nous aurons sans doute à examiner ensemble, là aussi, les décisions qui doivent être les nôtres. Des précautions sont prises ou pas au niveau national? C'est ce que nous sommes, les ministres sont là justement pour prendre les précautions qui apparaissent nécessaires dans une situation qui frappe les États-Unis, mais qui doit rendre chacun attentif. Voilà Lionel Jospin donc qui dit son horreur, qui réunit donc une réunion de crise à Matignon. Le président Jacques Chirac, lui, a décidé de convoquer un conseil restreint, donc l'ensemble des ministres concernés est cité à l'instant par Lionel Jospin et le Premier ministre lui-même vont sans doute rejoindre le président de la République qui est rentré d'urgence, je vous le rappelle, de Rennes, donc pour ce conseil restreint convoqué par le chef de l'État, c'est ce qu'annonce Catherine Colonna, le porte-parole de l'Élysée. Deux petites informations et je cède la parole à Marianne Cotonoff. La bourse de Londres, le Stock Exchange
Corporation, le London Stock Exchange, a été évacué il y a quelques minutes, un petit peu comme à Chicago où l'on a évacué aussi la bourse par mesure de précaution. Et puis, autre déclaration sur la scène internationale, le chancelier Schröder dit lui, le chancelier allemand, dit lui son effroi devant des attentats abominables. Autre réaction, Marianne Cottonov. Oui, tout de suite celle de Yasser Arafat qui se trouvait à Gaza et qui condamne bien sûr ces attentats. Écoutez-le. First of all, I am offering my condolences, the condolences of the Palestinian people to the American President Bush, to his government, to the American people for this terrible act. We are completely shocked, unbelievable. Alors, Monsieur Arafat, donc Yasser Arafat, le président de l'OLP, qui s'exprimait à l'instant en anglais, Vincent Hervouet, qui a dit qu'il était choqué, qui a dit sa solidarité avec les victimes, qui a condamné aussi ces actes terroristes. Vous voyez, nous sommes en direct sur LCI, vous voyez en ce moment ces images qui nous arrivent de New York en direct. Il s'agit là bien de la presqu'île de Manhattan, qui a été secouée donc par ces attentats considérables, dramatiques. Les deux tours du World Trade Center ont été rayées de la carte à la suite du crash de deux avions détournés contre les tours jumelles. Attentat donc, acte terroriste, disait le président des États-Unis. Nous rejoignons en direct de Brooklyn, donc de New York, Pierre-Alexandre, l'un des correspondants de LCI sur place. Bien écoutez, il y a toujours une épaisse fumée noire, elle est moins importante mais elle est de plus en plus noire, ce qui prouve qu'il y a maintenant d'importants foyers, d'importants incendies dans le quartier financier, donc dans Manhattan. Il y a de la cendre qui flotte partout. Dans le quartier même de Manhattan, il y aurait 2 cm de cendre par terre. C'est ce que m'a confié à l'instant quelqu'un que j'ai réussi à joindre par téléphone qui était en train de quitter ce périmètre. Visiblement, on a essayé d'évacuer le plus vite possible une grande partie des gens qui travaillent là, mais on ne sait pas encore évidemment qu'est-ce qui a été possible de faire réellement avant que tout cela ne prenne une tournure vraiment tragique. Alors Pierre, nous avons une déclaration du maire de New York, Rudolph Giuliani, qui fait état d'un nombre terrifiant de morts. Oui, c'est malheureusement ici ce que l'on peut redouter. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de monde dans ce quartier. Ne serait-ce que dans les deux tours jumelles, il y a des milliers de salariés qui travaillent. Ensuite, tout autour, eh bien, il y a des tours qui sont elles aussi qui ne sont pas aussi hautes, mais qui sont aussi très densément peuplées. C'est sans doute l'un des endroits les plus densément peuplés de New York. On se trouvait à une heure où tout le monde était à son bureau, à une demi-heure seulement de l'ouverture des marchés financiers dans le quartier financier. C'est en quelque sorte l'heure de pointe. C'est, je dirais, malheureusement, on peut redouter un bilan énorme. Alors, Pierre-Alexandre, une autre information qui nous parvient à l'instant, Marianne Cottonov. Oui, tout d'abord, un Boeing 747 assurant la liaison Chicago-New York s'est bien écrasé tout à l'heure dans l'ouest de la Pennsylvanie, entre New York et Washington. Ça vient d'être confirmé par les autorités locales. Alors, résultat, la plupart des compagnies aériennes du monde entier et les capitales du monde entier annulent actuellement, bloquent, interdisent l'ensemble de leurs vols à destination des États-Unis. Les États-Unis ont déjà pris la décision de stopper au sol tous les appareils civils qui volent en Amérique du Nord, bien sûr, sans doute de ce point de vue-là suivi par un grand nombre de pays aux alentours. On peut imaginer que c'est le cas aussi, notamment au Canada. Et puis, Air France, la Swissair, la Russie, le Canada, donc l'information nous est précisée à l'instant, ferment leurs annulent leurs vols à destination des États-Unis. Alors Londres, tout à l'heure, a bien sûr proposé son aide aux États-Unis pour venir en aide bien sûr aux victimes. Vous imaginez, après l'effondrement des deux tours du World Trade Center, qu'il doit y avoir des centaines de victimes sous les décombres. On rejoint tout de suite à Londres Gilles Boulot. Gilles, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis avec vous et il y a de manière assez étrange un début de panique un peu à Londres puisqu'on a bien compris que les attentats avaient eu lieu de l'autre côté de l'Atlantique et il y a eu des minutes comme ça d'hésitation durant lesquelles la bourse de Londres ne devait pas être évacuée. Finalement, elle a été évacuée il y a une demi-heure, il y a 40 minutes environ et il y a un quartier très important qui est le quartier des affaires à côté de la City de Londres qui s'appelle Canary Wharf dans lequel travaillent 40 000 personnes, les Golden Boys de la City. Eh bien, toute une partie de ce quartier a également été évacuée. Tony Blair, qui était en train d'assister au congrès des syndicalistes anglais, est évidemment retourné à Londres. Il doit tenir un cabinet de crise dans l'après-midi, dans les minutes qui viennent. Il a demandé le rapatriement express de tous ses ministres afin donc de traiter cette affaire. Gilles Boulot, je vous interromps parce que les informations dont nous disposons et qui tombent au fur et à mesure de cet après-midi sont dramatiques et sans précédent. Par exemple, à l'instant, l'administration fédérale de l'aviation américaine, c'est-à-dire l'ensemble du système de contrôle de l'aviation civile, des contrôleurs aériens américains, annonce qu'elle a perdu le contrôle, je cite, qu'elle a perdu le contrôle d'un ou plusieurs avions. C'est-à-dire concrètement que l'on peut imaginer que les aiguilleurs du ciel ont dû perdre à plusieurs reprises sur leurs écrans la trace d'un certain nombre d'appareils qu'ils contrôlaient et qui, sans préjuger de ce qui a pu arriver, auquel il a pu en effet arriver une catastrophe d'une manière ou d'une autre, peut-être un détournement, peut-être une explosion. Nous ne pouvons pas en dire plus, mais à l'heure qu'il est, c'est l'administration de l'aviation civile américaine qui nous donne ces informations. Donc actuellement, encore d'autres attentats, sans doute, seraient perpétrés contre les États-Unis. Marianne Cottonneau. Oui, et je rappelle Thierry qu'on a appris donc il y a quelques instants qu'un avion venait de s'écraser en Pennsylvanie, donc un Boeing 747 assurant la liaison entre New York et Washington. Donc cela confirmerait ces informations que nous donnons à l'instant et ce communiqué assez dramatique de l'autorité de l'aviation civile américaine. D'autres informations, l'OTAN qui appelle à faire front contre le fléau du terrorisme et puis Israël qui dénonce la menace du terrorisme islamique. Vincent Hervouette, l'opération terroriste pour choquer est loin d'être finie. Il semble bien que nous sommes en train de la vivre très malheureusement en direct. L'impact est extraordinaire, évidemment. Hein. Je veux dire, les terroristes qui ont réussi à monter une opération aussi compliquée en multipliant comme ça une demi-douzaine d'attentats, puisque si on fait le compte, il y a eu au moins 5 commandos qui sont passés à l'action, 5 commandos avec des kamikazes, eh bien, ils ont obtenu qu'effectivement, que les bourses européennes dégringolent, que celle de Londres soit prise de panique, que Manhattan soit évacuée, que les symboles donc du capitalisme américain, les 2 tours jumelles du World Trade Center soient rasées, que le Pentagone et le département d'État sont des bâtiments qu'on imaginait extraordinairement protégés, eh bien, ils sont vulnérables et désormais tout le monde le saura, que les télés du monde entier doivent être en train de diffuser en boucle ces images de Manhattan prise de panique, et les agendas politiques des ministres français, anglais et américains bien sûr ont été chamboulés. Il y a un impact incroyable. On ne sait pas combien il y a de morts pour l'instant, donc il ne sert à rien de pleurer sur les cadavres que personne n'a encore dénombrés. Il y en a peut-être beaucoup, comme le prétend le maire de New York, mais il ne faut pas non plus céder à la panique. Pour l'instant, il y a surtout une mise en scène spectaculaire d'une sorte de Pearl Harbor terroriste qui frappe les imaginations et qui est incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'espace aérien américain, mais très franchement, j'imagine que les avions militaires de l'US Navy ont pris le contrôle et que tout appareil qui se dirige aujourd'hui vers New York doit être sacrément en danger. Hein. Oui, alors il ne faut pas céder à la panique, dites-vous, mais par exemple, une information, et il ne s'agit pas de cela, mais tout de même, les troupes de l'intérieur russe ont été mises en état d'alerte. C'est-à-dire que la Russie elle-même se sent menacée par une potentielle attaque terroriste. C'est une sorte de surenchère. À la fois on compatit et en même temps on s'inquiète. Les déclarations du Premier ministre, du chef de l'État, des ministres européens sont finalement tous du même tonneau. On est à la fois inquiets, stupéfaits. Même Arafat, finalement, la déclaration d'Arafat reprend, on n'est pas du tout en phase avec l'opinion palestinienne qui déjà est en train de faire des tirs de joie dans les rues de Gaza ou d'ailleurs, ou du Sud-Liban, et qui se réjouit de voir la toute-puissance, l'impérium américain ainsi bafoué. Non, Arafat, il est comme tout le monde, il est stupéfait par ce qui est en train de se passer, que personne n'aurait imaginé, même les scénaristes des thrillers américains, des films, des superproductions hollywoodiennes, qui envisagent toujours l'apocalypse moderne.
Alors André Caspi, vous êtes membre du CNRS, spécialiste des États-Unis. Alors la première question qu'on est en droit de se poser quand on voit ces images et quand on voit ce qui s'est passé, c'est comment une telle chose a pu arriver? Comment des commandos terroristes ont-ils pu prendre le contrôle au même moment de plusieurs avions américains, alors qu'on sait que les aéroports américains sont quand même très surveillés et où la sécurité est maximale, pour arriver à ce genre de choses? Je voudrais tout d'abord poursuivre dans le sens qu'indiquait Vincent Hervouette. C'est-à-dire qu'en fait, en 1814, il y a donc presque 2 siècles, la ville de Washington, qui était alors un petit village, a été en effet envahie par les troupes britanniques. Depuis 1814, ça ne s'est jamais produit. Alors certes, il y a eu en 1941 l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, c'était un acte de guerre extrêmement compliqué à mettre sur pied, ce qui veut dire que les commandos qui ont agi aujourd'hui disposent d'une technologie, disposent d'informations qui sont absolument remarquables et qui ont déjoué tous les systèmes de protection américains. Cela veut dire au fond que les services d'espionnage et de contre-espionnage des États-Unis ne sont pas arrivés à connaître à l'avance qu'il pouvait y avoir des événements de ce genre qui se préparaient. Et les autres services d'espionnage qui collaborent plus ou moins étroitement avec les États-Unis se sont trouvés exactement dans le même cas. Cela veut donc dire que la recherche des origines devient un élément primordial, et cela veut dire aussi, et ça je crois qu'il faut bien insister là-dessus, que si l'on peut démolir les 2 tours du World Trade Center, n'importe quelle ville dans le monde, y compris Paris, peut être menacée par la folie du terrorisme. C'est le message des terroristes. De toute évidence, c'est-à-dire qu'en fait on frappe le plus fort, donc si on frappe le plus fort, on peut frapper tous les autres. Vincent Hervouette. André Caspi, moi je vais vous poser une question. Quelle est, à votre avis, la réaction prévisible de l'opinion américaine, qui avait tendance ces derniers mois finalement à ne plus vouloir entendre parler du Proche-Orient, à s'en désintéresser? Comment est-ce qu'à votre avis vont réagir ces Américains qui vivent dans l'Amérique profonde? Écoutez, si on se fie au précédent historique, on peut imaginer tout d'abord qu'il y ait une sorte de consensus américain autour du président, parce que dans ces circonstances-là, c'est toujours ce qui se passe. C'était en 1941 le cas, c'était en 1961, lorsque Kennedy a raté son débarquement dans la baie des Cochons, la même situation, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, les Américains se serrent les coudes et considèrent qu'il est absolument indispensable de réagir ensemble. Et de réagir comment? Parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est un acte de guerre. Quand il y a la guerre, il y a des belligérants. Et là, on ne sait pas qui est l'autre, on ne sait pas qui est l'adversaire. Et si l'adversaire est constitué par un groupuscule, qui faut-il attaquer? Ce qui veut dire qu'en fait, la riposte est extrêmement difficile et nécessitera de toute évidence des enquêtes, un approfondissement en somme de l'investigation, sans que l'on puisse être certain qu'on aboutisse véritablement à des résultats très précis. Nous allons revenir dans un instant à vous. Nous allons rejoindre immédiatement Bertrand Aguirre à Jérusalem, notre correspondant à Jérusalem. Je voudrais rappeler que nous sommes en direct sur LCI après donc cette série d'attentats qui semble se poursuivre actuellement contre les intérêts américains. Les 2 tours du World Trade Center qui ont été rayés de la carte à la suite de crashs d'avions, d'attaques suicides, et puis aussi une bombe contre le département d'État, un avion contre le Pentagone, et peut-être, d'après les informations que nous venons d'avoir de l'autorité de l'aviation civile américaine, peut-être aussi des avions qui auraient été touchés par des terroristes, peut-être crashés d'ailleurs, un avion près de Pittsburgh. Alors nous allons rejoindre Bertrand Aguirre, donc en direct de Jérusalem. Bertrand Aguirre, Arafat a condamné, Israël appelle à la mobilisation contre le terrorisme. Quelle est la situation, je dirais, à Jérusalem? Écoutez, pour revenir quelques heures auparavant, c'est vrai que le FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine, avait dans un coup de téléphone à une télévision d'Abu Dhabi, ici à Jérusalem, revendiqué cette série d'attentats. Une série de coups de téléphone pour vérifier ces informations ont pu prouver que cette revendication ne tenait pas debout. Cela dit, il est vrai qu'ici l'on prend la chose très au sérieux. Je pense que Ariel Sharon l'a fait savoir aux États-Unis. Il a proposé son aide, une aide symbolique, mais aussi peut-être une aide un peu plus concrète, grâce
on le disait tout à l'heure, à ses services de renseignement, aux services du Mossad. Israël a également ordonné l'évacuation immédiate de toutes ses représentations diplomatiques aux États-Unis à l'heure actuelle. C'est tout ce que l'on peut dire. À part cela, bien évidemment, en Cisjordanie, il y a eu quelques manifestations de joie. Au sud Liban, dans les camps de réfugiés palestiniens, il y a eu aussi quelques manifestations de joie. Mais pour l'instant, la situation est plutôt calme ici. Bertrand Aguirre, nous diffusions en même temps que nous vous voyions et nous vous écoutions à l'instant, nous diffusions des images de certaines cités palestiniennes, de certaines villes de Cisjordanie, où en effet il y a eu des tirs de joie. Or Arafat, lui, a condamné. Il y a un hiatus entre la position d'Arafat et puis son peuple. Non, je crois pas qu'il y ait de hiatus. C'est tout simplement, je crois, pour un bon nombre de réfugiés palestiniens ou de Palestiniens de West Bank qui vivent depuis 1 an dans une situation extrêmement pénible. Je crois qu'il y a là concrètement une sorte de symbole américain. On le disait aussi tout à l'heure, les États-Unis se désintéressent un petit peu du problème du Proche-Orient depuis quelques mois. Je crois que c'est plus une réaction spontanée de joie de voir finalement un petit peu ce symbole américain touché, plus qu'autre chose. Alors, Bertrand Aguirre, merci. Nous vous retrouverons bien sûr tout au long de cette édition spéciale. Je vous rappelle que nous sommes donc en direct sur LCI. Marianne Kotonoff, d'autres informations qui nous parviennent et sur lesquelles il faut être prudent, car peut-être déjà nous les avons peut-être données au fur et à mesure de cet après-midi. Tout à fait. American Airlines annonce effectivement la perte de 2 avions transportant au total 156 personnes. Ce qu'on ignore actuellement, c'est s'il s'agit des avions qui se sont déjà encastrés sur les tours du World Trade Center ou sur le Pentagone. Pour le moment, nous l'ignorons. Nous savons en revanche qu'un avion détourné se dirigerait actuellement vers le Pentagone, et ça c'est une information qui nous vient du FBI. Alors, Marianne Kotonoff, nous allons aussi préciser une autre information qui nous est parvenue à l'instant, alors même que vous voyez sur notre antenne ces images en direct du World Trade Center, ou plutôt de la presqu'île de Manhattan, où les 2 tours du World Trade Center ont été rasées de la carte. D'autres informations, d'autres précisions, en particulier alors même qu'à Chicago, on a évacué les buildings, on a évacué la bourse, Londres aussi, où l'on a évacué la bourse, et bien à Bruxelles, le secrétaire général de l'OTAN, George Robertson, vient d'appeler le personnel qui n'est pas essentiel, en particulier le personnel qui n'est pas militaire, par exemple, à quitter le bâtiment du quartier général de l'OTAN à Bruxelles, le quartier général de l'Alliance Atlantique. Marianne Kotonoff. Oui, alors je voudrais revenir, Vincent Hervouette et vous, André Caspi, sur ces déclarations du journaliste arabe qui donc indique que le dissident saoudien Osama Ben Laden avait averti il y a quelques semaines seulement que des partisans déclencheraient, je cite, une attaque sans précédent contre les intérêts américains. Ben Laden se serait vanté auprès d'un journaliste arabe qui semble-t-il est crédible puisqu'il l'a déjà interviewé et qu'il est connu sur la place de Londres, qui est une grande capitale arabe pour la presse. Je vous rappelle que des responsables arabes, notamment le secrétaire général de la Ligue arabe, avait avant l'été mis en garde les États-Unis, avait sonné le tocsin et ils avaient d'ailleurs été entendus. On a notamment relevé la phrase de Moubarak, Hosni Moubarak: si les Américains ne poussent pas pour trouver une solution à la violence, cette violence pourrait très rapidement se transformer en terrorisme. C'est Moubarak qui le disait, donc le raïs égyptien au début de l'été. Et on sait que depuis le début de l'été, il y a des mises en garde qui sont données par le département d'État. La semaine dernière encore, l'ambassadeur américain à Tokyo mettait en garde les militaires et les ressortissants américains contre des attentats qui étaient à venir en Asie. Et puis le 22 juin et le 18 juillet, il y a eu des avis de prudence mondiale, c'est dans le jargon du département d'État, des mises en garde. Donc on s'attendait, on redoutait des attentats. Politiquement, il semblait que les temps soient mûrs pour que les attentats naissent, parce que le conflit au Proche-Orient, il faut le répéter, est dans l'impasse. C'est une impasse militaire, il n'y a aucune issue politique qui soit en vue, et donc le terrorisme survient toujours dans cette 3e phase d'un conflit, au moment où il n'y a plus rien à attendre. Donc, attentat qu'il fallait redouter, que l'on pouvait redouter bien sûr quand on analysait la situation, ainsi que vous le dites Vincent Hervouette, et puis donc aujourd'hui, à partir de un petit peu avant 15h heure de Paris, cette série d'attentats et une situation totalement évolutive, puisque nous le disions à l'instant, les informations qui nous parviennent de la part de l'aviation civile américaine, mais aussi de l'ensemble des sources d'information des États-Unis, font état de nouvelles péripéties, de nouveaux attentats, semble-t-il, qui se déroulent actuellement. Les premiers blessés semblent aussi affluer à New York dans les hôpitaux de la capitale économique des États-Unis. Pierre-Alexandre, vous êtes l'un des correspondants de LCI, vous êtes en direct, je crois, vous êtes avec à vos côtés des personnes qui ont vécu le drame presque au pied de la tour du World Trade Center, de ces anciennes tours.
Eh bien, en effet, puisque, et ça c'est plutôt une nouvelle rassurante, dès le premier impact, eh bien, la plupart des bureaux qui se trouvent autour du World Trade Center ont été évacués. Les gens sont partis à pied par les ponts et on rejoint maintenant Brooklyn. Toute la circulation est fermée. Ce sont des masses de personnes qui évacuent encore cette zone. Donc il semblerait eh bien, que l'évacuation ait été assez rapide dès le premier impact, en tout cas pour tout ce qui concerne le quartier autour du World Trade Center. Pour ce qui concerne les tours proprement dites, eh bien, on n'a pas encore d'informations très précises. Pierre-Alexandre, donc vous êtes en direct avec nous des États-Unis, avec Marianne Cotonoff, Vincent Hervouette, toute l'équipe de LCI qui est mobilisée, vous l'imaginez. Nous sommes depuis à peu près 2h30 maintenant en direct sur LCI, ainsi que vous pouvez le découvrir, ces images de la presqu'île de Manhattan, du sud de la presqu'île de Manhattan, le quartier financier, le quartier d'affaires, dans lequel les deux tours du World Trade Center, le symbole de la puissance économique américaine avec la bourse de Wall Street, ont été bel et bien rasés en début d'après-midi, un petit peu avant 15h, par le crash de deux avions qui ont été détournés et qui ont visé les tours du World Trade Center. L'American Airlines a d'ailleurs confirmé qu'elle avait perdu 2 de ces appareils à bord desquels se trouvaient 156 personnes. Ces images que nous vous diffusons en direct, il s'agit pour la gauche de l'écran donc de la presqu'île de Manhattan qui est entourée de ce nuage de fumée et de cendres, et puis à droite toujours les images du Pentagone. Il s'agit du 3e attentat, une explosion, une bombe ou un 3e avion. Le Pentagone, le ministère de la Défense américain, l'état-major des forces armées américaines, où actuellement, vous le voyez, les secours interviennent. Marianne Cotonoff. Oui, juste une dernière information. Cette déclaration du djihad islamique donc, qui indique que les attentats survenus aux États-Unis sont la conséquence de la politique américaine, je cite, dans la région la plus chaude du monde. Alors restez sur LCI, nous sommes en direct depuis 15h. Dans quelques instants, cette édition spéciale avec Vincent Hervouette, les invités de LCI, nos correspondants à New York, Washington, Londres, dans l'ensemble des planètes, et puis de la planète, pardon, sur l'ensemble de la planète et des capitales concernées. Paris, bien sûr, Matignon, la présidence de la République, où le président Jacques Chirac a décidé de tenir un conseil restreint. Édition spéciale sur LCI, la suite dans un instant. Retrouvez les infos de LCI sur votre téléphone mobile. Pour en savoir plus, www.lci.fr. L'actualité de cette journée est l'affaire de l'indépendance d'une présence internationale. LCI, toute l'actualité tient en 3 lettres. Terrafor, un programme 25 jours qui vous aide à perdre quelques centimètres de tour de taille après les repas et vous permet de rentrer le ventre. Nouvelle formule Terrafor, disponible chez votre pharmacien. Huile d'olive Carapelli, fruitée, lumineuse, subtile, mélodieuse, délicate, italienne. Huile d'olive Carapelli, tout en elle chante l'Italie. Sur l'assassinat. Il a été vu aussi mis en examen et estimé. Il s'agit parmi d'autres, assistons à Scotland Yard. LCI, toute l'actualité tient en 3 lettres. L'information sur LCI, c'est 24 heures sur 24. Terrafor, un programme 25 jours qui vous aide à perdre quelques centimètres de tour de taille après les repas et vous permet de rentrer le ventre. Nouvelle formule Terrafor, disponible chez votre pharmacien. C'est une tragédie qui frappe l'Amérique et le monde occidental, touché en plein cœur. Édition spéciale depuis 15h cet après-midi sur LCI, après cette série d'attentats extraordinairement meurtriers qui ont touché New York et Washington. D'autres points également des États-Unis. 2 explosions au World Trade Center. Ce matin, nous allons y revenir très longuement. Le World Trade Center n'existe plus. Il a été rayé de la carte. 40 000 personnes travaillent habituellement dans ce bâtiment. Un nombre terrifiant de victimes, disait il y a quelques instants
le maire de New York, Rudolph Giuliani. Cette série d'attentats complétée, si j'ose dire, par une explosion tout à fait spectaculaire au Pentagone. C'était quelques instants après les premières opérations meurtrières au World Trade Center. Le président Bush parle bien sûr de tragédie nationale. On imagine la panique qui se poursuit bien sûr ce soir à New York et aux États-Unis. On revient sur les faits. Nous restons bien sûr en direct avec les États-Unis tout au long de cette soirée. On revient d'abord sur les faits. Comment tout cela a commencé? C'est Géraldine Ponce. Il est 9 h ce matin, heure locale à New York. Alors que des milliers de personnes commencent à peine leur journée dans les bureaux du World Trade Center, un avion de ligne s'écrase sur l'une des deux tours. L'explosion est impressionnante. Le bâtiment de 110 étages est touché aux 2/3. Il est en flammes. La police new-yorkaise a à peine le temps d'évacuer les environs qu'un second appareil s'encastre alors 18 minutes plus tard dans l'autre tour cette fois-ci. D'importants nuages de fumée s'échappent des deux bâtiments. Dans la précipitation, les ambulanciers tentent d'évacuer les 40 000 employés. Mais le temps est compté. Les deux tours en flammes menacent de s'effondrer. Quelques instants plus tard d'ailleurs, la première tour explose dans un immense nuage de poussière et s'écroule au sol. C'est alors que la seconde tour s'effondre à son tour un peu plus tard. Malgré le périmètre de sécurité, les dégâts sont immenses. Image d'apocalypse dans les rues de New York. C'est la panique. Les blessés sont évacués, tout comme les passants en proie à des crises d'hystérie. Les autres s'enfuient en criant. Le chaos est total. Let's just get back. Get back. Le FBI parle d'attentat. Le Front de libération de la Palestine aurait revendiqué les deux attaques. Information finalement démentie par un responsable du groupe. Le président Bush en déplacement en Floride a immédiatement commenté ce drame. Il parle de tragédie nationale dont les auteurs seront traqués. Et la folie terroriste ne s'arrête malheureusement pas là. Dans l'heure qui suit, un troisième avion s'écrase sur le Pentagone en plein cœur de Washington. Le département d'État est en feu, à son tour soufflé par l'explosion d'une voiture piégée. Par crainte de nouvelles attaques, la Maison-Blanche ainsi que le siège de l'ONU à New York sont évacués. Et dans la foulée, on apprend qu'un Boeing 747 qui assurait la liaison Chicago-New York s'écrase en Pennsylvanie. Les autorités américaines sont débordées et annoncent dans un premier temps la suspension de tous ces vols commerciaux jusqu'à nouvel ordre. Ils seront détournés vers le Canada. Les deux premiers avions qui s'étaient en effet écrasés étaient des appareils d'United Airlines et American Airlines en provenance de Boston. Les deux avions ont été détournés en vol. 4 avions détournés, dont effectivement ces deux appareils d'American Airlines. Géraldine Ponce vient de vous le dire. Comment est-ce possible? Ce scénario totalement inouï, totalement incroyable. Avant de rentrer dans le détail et de tenter une série d'explications avec nos invités et nos correspondants, je vous propose d'écouter quelques témoignages de ceux qui ont vécu cette tragédie ce matin dans ces immeubles de New York. J'étais en train de secourir des gens lorsque nous avons entendu une énorme explosion. Tout d'un coup, tout est devenu noir, des bris de verre nous tombaient dessus, blessant les gens en dessous. Tout était très sombre et épais, c'était comme de la neige, mais en fait c'était des morceaux de l'immeuble qui nous tombaient sur la tête. C'était un véritable cauchemar. J'étais au coin de la 6e avenue et de la rue d'Hudson en train de téléphoner. En levant la tête, j'ai vu une explosion. Autour de moi, les gens étaient en train de pleurer, certains allongés sur le sol. Dans le ciel, la tour était en train de s'écrouler dans un nuage noir. En une seconde, c'était plein de fumée, de poussière et il ne restait plus qu'une seule tour. Alors les opérations de sauvetage, évidemment, tout à fait spectaculaires, tout à fait difficiles. Je rappelle que 40 000 personnes travaillent dans ces deux tours du World Trade Center, travaillaient puisque ces tours n'existent plus ce soir. Opérations de sauvetage qui nous seront décrites dans quelques instants par Pierre-Alexandre, qui sera en direct avec nous de New York. Je vous propose de revenir sur les réactions qui ont été aussi très rapides d'hommes politiques. Toute la planète a réagi et on le comprend. D'abord le président Bush qui était en Floride. Aujourd'hui, nous avons eu une tragédie. Deux avions se sont écrasés contre le World Trade Center dans une apparente attaque terroriste. J'ai parlé au vice-président, j'ai parlé au gouverneur de New York, avec le directeur du FBI.
Et nous avons mis toutes les ressources du gouvernement sur cette enquête pour aider évidemment les victimes de cette attaque et pour mettre en route une enquête globale pour trouver ceux qui ont fait cet acte. Le terrorisme contre notre nation ne sera pas accepté. Et maintenant, si vous voulez bien, vous allez vous joindre à une minute de silence avec moi. Ok. Voilà donc le président Bush qui réagissait quelques heures à peine après cette série d'attentats tout à fait inouïs. Nathalie Renaud, évidemment les dépêches s'accumulent et les informations tombent de minute en minute. Une dernière information, United Airlines, la compagnie américaine, interrompt tous ses vols dans le monde entier. C'est ce qui vient d'être annoncé. Le FBI, le service des renseignements américains, a confirmé quelques minutes auparavant que 4 avions ont bien été détournés aujourd'hui. 2 avions de la compagnie américaine American Airlines et 1 avion de la compagnie United Airlines. Nicole Baccaran, bonsoir. Vous êtes franco-américaine, oui, vous êtes touchée au cœur. Je suis absolument bouleversée. Je ne crois pas que je puisse dire des choses, des analyses qui vont percuter et vous révéler. C'est terrible, c'est absolument terrible de voir New York, cette ville qui est chez moi, et de voir le World Trade Center qui a disparu, et je ne sais pas combien il y a de dizaines de milliers de morts là-dedans. Les lignes de téléphone, je peux vous le dire, sont absolument surchargées, personne n'arrive à joindre sa famille. Rudy Giuliani, le maire, a demandé à tout le monde, si vous êtes à l'intérieur de votre maison, de votre entreprise, restez chez vous. Si vous êtes dans la rue, partez vers le nord, on craint que ça saute encore ailleurs. C'est un acte de guerre absolument terrifiant. Vincent Herouet, on a le sentiment qu'évidemment le contrôle de l'espace aérien américain a été totalement perdu depuis le début de la matinée par les autorités américaines. Vous savez, cet attentat, c'est même pas un chantage, hein, c'est visiblement un acte de guerre, effectivement. C'est une sorte de Pearl Harbor terroriste, c'est-à-dire que c'est une attaque par surprise, massive, hein, avec différents commandos, donc on en est au moins à 5 ou 6 commandos différents, avec des kamikazes qui s'attaquent à tous les symboles de la puissance américaine, le World Trade Center, le centre de commerce mondial, Manhattan, l'argent, qui s'attaquent au Pentagone. Qui aurait imaginé que le Pentagone ne soit pas protégé par des missiles air-sol contre une attaque d'un avion, qui s'attaque aussi au département d'État, donc c'est-à-dire la politique étrangère américaine. C'est que tous les symboles de l'hyperpuissance sont aujourd'hui à bas. C'est pour ça que l'on tire de joie dans les camps palestiniens du sud Liban, et c'est pour ça que le monde entier est stupéfait et qu'on a ces mouvements de panique, aussi bien la Bourse de Londres que les gouvernements occidentaux qui se rassemblent, qui se réunissent en une sorte de comité d'urgence. C'est un acte absolument inouï. Il faut ajouter à cela que l'Amérique n'a pas été, contrairement à nos pays européens, souvent frappée par le terrorisme moyen-oriental, ou le terrorisme, à part le World Trade Center qui avait déjà été visé en 1995, et puis Oklahoma City qui est un attentat américain, fait par un Américain contre la puissance fédérale. L'Amérique a toujours été à l'abri du terrorisme, sur son sol en tout cas. Alors on va voir en image les réactions dans les camps palestiniens, c'était il y a quelques instants, et puis entendre aussi la réaction de Yasser Arafat. Nous verrons que, évidemment, dans le camp arabe, on a entendu un certain nombre de réactions, de revendications même, sur lesquelles nous allons revenir dans un instant. Voici donc les images de ces scènes de joie dans les camps palestiniens. Quelle horreur, dites-vous, Nicole Baccaran. Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne, a évidemment réagi très rapidement lui aussi. À Naplouse, d'ailleurs, 2000 Palestiniens ont manifesté leur joie après ces attentats perpétrés aux États-Unis. Ils ont tiré en l'air, ils ont chanté des slogans à la gloire du terroriste Oussama Ben Laden. Voilà. 2000 Palestiniens. On écoute Yasser Arafat. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances et celles du peuple palestinien au président américain, le président Bush, à son gouvernement, au peuple américain, pour cet acte terrible. Nous sommes complètement en état de choc. C'est incroyable. Un mot de réaction à ce que vous venez d'entendre. Il y a une première chose à noter, c'est que Arafat s'exprime en anglais et non pas en arabe. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à l'opinion palestinienne, il s'adresse aux chefs d'État étrangers. Deuxième chose, ce qu'il dit, c'est la compassion. Il ne dit pas « on vous l'avait bien dit ».
ça pose la question de la politique américaine au Proche-Orient. Il va beaucoup moins loin, par exemple, que ce qu'a dit Hubert Védrine, notre ministre des Affaires étrangères, qui a dit que dans un deuxième temps, quand on n'en saurait plus cet attentat, il faudrait réfléchir aux façons d'éradiquer les causes du terrorisme. C'est-à-dire la question politique. Il y a l'enquête policière, évidemment, mais aussi la question politique. Or, depuis le début de l'été, tous les leaders arabes, que ce soit la Ligue arabe, que ce soit Hosni Moubarak, que ce soit tous même les amis, les affidés des États-Unis, tous les gouvernements qui sont soutenus par les Américains, disent attention, attention, le terrorisme, ça vient droit sur nous, on ne va pas y échapper. Ce qu'on peut ajouter à ce que vient de dire Vincent, c'est que le terrorisme a toujours des conséquences assez simples, et dans l'immédiat, ce sera de radicaliser l'ensemble des États-Unis derrière Israël. Oui. Donc vous avez d'un côté la volonté de certains Palestiniens, ce qui peut être leur intérêt ou non, mais vous avez aussi le résultat pratique qui sera directement opposé à ce qu'ils cherchent à atteindre. Et c'est toujours la pratique et les conséquences du terrorisme. On est en ligne avec Jean-Paul Chagnolot, spécialiste du Proche-Orient. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on peut imaginer l'organisation, la préméditation d'une opération historique? Ça ne s'est jamais vu, une opération aussi spectaculaire et aussi meurtrière. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites. Il me semble qu'il faut, en ce qui concerne les origines, à la fois déconnecter cet apocalypse tragique du conflit du Proche-Orient et en même temps, bien entendu, le lier. Je crois qu'il faut déconnecter en ce sens que je ne crois pas du tout que ça puisse être une organisation palestinienne comme le FPLP, comme les premières agences ont pu le dire. Pendant que vous parlez, je précise que l'on voit en direct les images, ce que l'on voyait en direct, c'était les images de l'intérieur du World Trade Center, donc au moment, quelques minutes après l'explosion, au moment où les secours intervenaient. Allez-y, Jean-Paul Chagnolot. Oui, donc je disais que c'était déconnecté au sens où je n'imagine pas le FPLP, qui est une petite organisation, avoir les moyens qui sont absolument colossaux pour une telle affaire. Et je crois aussi, comme ça a été évoqué tout à l'heure, je pense que pour Yasser Arafat et les Palestiniens, d'une certaine manière, c'est une catastrophe politique. C'est une catastrophe politique parce que il est clair qu'il y aura radicalisation du point de vue des Américains vont se radicaliser derrière Israël, comme ça a été très justement dit tout à l'heure. Donc je crois que c'est tout à fait tragique pour les Palestiniens aussi. Maintenant, ce qui est dramatique, c'est qu'un certain nombre de Palestiniens, on l'a vu dans les camps ou ailleurs, se réjouissent parce que c'est vrai, depuis des mois et des mois, il y avait un sentiment anti-américain qui confinait parfois à la haine. Et c'est un terreau sur lequel un certain nombre d'acteurs très organisés, alors on a cité évidemment Oussama Ben Laden, on verra ce qu'il en est par la suite. Sur ce terreau, ils ont conduit ce genre d'attaque qui est quelque chose qui est sans commune mesure avec ce qui a pu se passer dans le passé. Je crois que la politique américaine au Proche-Orient a voulu ne pas être concernée par ce qui se passait. Il y a eu effectivement beaucoup d'hommes politiques, de chefs d'État arabes qui ont prévenu les Américains qu'il fallait absolument apaiser les tensions, sinon ça allait monter en puissance. Et là, on arrive à quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Le pire des scénarios terroristes ne pouvaient pas imaginer une telle situation apocalyptique. Oui, Vincent Herouet, vous avez une question à poser à Jean-Paul Chagnolot. Non, moi, vous savez, ce que j'essaie de comprendre, c'est quel est l'objectif des terroristes qui ont pu monter une telle opération. On cherche à déstabiliser, en général, quand on fait un attentat, à déstabiliser l'ennemi, ou alors c'est un chantage. Là, c'est pas un chantage, c'est un acte de guerre. Quel est, à votre avis, l'intérêt que poursuivent les islamistes, si ce sont eux, qui ont monté cette opération? Franchement, pour pouvoir répondre à une telle question, il faudra en savoir plus aujourd'hui. Moi, il me semble que ça ne peut pas être, comme je disais, des organisations palestiniennes qui ont pas intérêt à faire une chose pareille. Donc effectivement, ça peut être les islamistes, peut-être Oussama Ben Laden. À l'instant, Jean-Paul Chagnolot, les talibans, par la voix de leur ambassadeur au Pakistan, condamnent ces attentats aux États-Unis. Oui, donc je crois qu'il faut savoir la logique du terrorisme. Effectivement, c'est soit une logique d'affirmation pour essayer de se faire entendre, comme ça a été le cas des Palestiniens dans les années 70, soit c'est une logique de chantage, soit c'est encore une logique de déstabilisation. Mais là, ces trois critères, enfin ces trois types de logique n'entrent pas en ligne de compte. On a l'impression d'une espèce de vengeance pure et simple. On a l'impression que c'était des actions qui étaient faites pour tuer au cœur même de l'Empire américain.
sans réfléchir véritablement à tous les effets pervers qu'il va y avoir. Et je pense parmi les effets pervers terribles, ça sera au Proche-Orient. Et c'est en ce sens que là, il y a évidemment un lien avec ce qui se passe sur le terrain en Israël et en Palestine. Restez avec nous si vous le pouvez, Jean-Paul Chagnolot. Nicole Baccarin, comment peut réagir l'opinion américaine? L'opinion américaine, elle réagit comme moi. Elle réagit comme moi, c'est-à-dire l'horreur, le choc finalement pour des gens qui se sentent quand même les plus forts du monde, quand même à l'abri. Oui, c'est triste ce qu'on voit au Proche-Orient, oui, c'est triste ce qu'on voit dans d'autres parties du monde, mais ça vous empêche pas d'aller travailler le matin et de mener votre vie parce que vous êtes du bon côté de la barrière et tout d'un coup vous basculez du mauvais côté de la barrière, celui où vos proches peuvent être tués, celui où vous n'avez plus aucune sécurité, vous avez peur de sortir de chez vous. Oui. On est en ligne de New York avec Pierre-Alexandre et un témoin, je pense, de cette tragédie, quelqu'un qui a vécu... Jean-François, je vais vous passer effectivement à mes côtés un témoin qui a vécu cette matinée de tragédie ici, puisque son bureau se trouvait à quelques mètres seulement du World Trade Center. Vous allez pouvoir lui poser les questions que vous souhaitez. Bonsoir. Hello. Est-ce que vous alliez travailler? Qu'est-ce que vous avez vécu ce matin? Comment les choses se sont-elles passées pour vous? Qu'avez-vous vu? Je me trouvais dans le bâtiment de l'autre côté de la rue, en fait, et nous avons entendu un bruit, parce qu'en fait, l'avion est passé très très près de l'endroit où je travaillais, donc tout le monde s'est demandé ce que c'était que ce bruit. On s'est demandé si c'était un avion, et puis ensuite on a entendu un boom. Et tous les débris ont commencé à sortir, à voler à partir du World Trade Center. Donc nous avons évacué notre bâtiment et puis nous sommes descendus dans le hall. Et quand nous descendions, nous avons entendu un autre boom, une autre explosion. Et c'est à ce moment-là que l'une des portes du hall a explosé. Donc, il y avait à ce moment-là énormément de gens. Puis, lorsque l'on a entendu la seconde explosion, lorsque la seconde explosion s'est terminée, il y a eu de la fumée, il y a eu à nouveau des débris dans la rue, parce que, comme je vous le disais, je me trouve entre Church et Broadway. Et Broadway et Liberté, c'est là où se trouve le World Trade Center. Donc, j'étais dans le hall au moment de la deuxième explosion, et ces deux explosions, on les a vraiment senties parce que le bâtiment s'est mis à trembler. Donc, nous sommes sortis, il faisait très très chaud, il y avait beaucoup de fumée, on pouvait voir des débris qui volaient dans l'air, il y avait du verre partout, des morceaux partout, les gens étaient couverts de poussière. Moi, je regardais ce qui se passait. J'ai regardé du côté du South Sea Ferry et du marché aux poissons qui était couvert de débris, qui était tout gris. Et puis, si on regardait, on voyait de la fumée qui sortait du premier bâtiment qui était touché. Alors, j'ai commencé à aller en direction de Chinatown parce que tous les bâtiments de Manhattan ont été évacués et on voyait partout des gens dans la rue. Et on a entendu comme quelque chose qui s'éboulait et on regardait autour de soi et on voyait de la fumée partout parce que les bâtiments touchés ont commencé à s'effondrer et puis tout cela se passait à 300 mètres de moi. J'étais avec deux autres personnes, nous avons commencé à courir parce que nous n'avons pas voulu être pris au piège. À ce moment-là, j'ai vu le deuxième bâtiment, celui qui avait été touché le premier, qui a commencé à s'effondrer. Les gens, en fait, ne faisaient que traverser les ponts. Ils se dirigeaient vers FDR Bride, vers le pont de Manhattan, et moi, j'étais sur le pont de Manhattan. Et sur le pont de Manhattan, j'ai vu ce bâtiment qui commençait à s'effondrer. Le premier bâtiment touché, il est encore intact en partie, parce que c'est le premier avion a touché le premier bâtiment beaucoup plus en hauteur. Le second avion a touché le second bâtiment à peu près à mi-hauteur, raison pour laquelle ce bâtiment s'est complètement effondré. Donc j'ai eu la chance de pouvoir sortir. Voilà, là on revoit effectivement ce qui s'est passé. Il était environ 9 heures ce matin. Heure new-yorkaise. Nicole Baccarin, est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu les lieux pour ceux qui ne sont jamais allés à New York, ce que représentaient ces deux tours? Je dis bien représentaient puisqu'elles n'existent plus, elles ont été rayées de la carte, elles se sont effondrées. À New York, vous avez 5 bourgs. Le principal, c'est Manhattan. Manhattan, c'est une presqu'île qui a cette allure-là, une presqu'île allongée. Et les deux tours jumelles du World Trade Center sont les plus hautes
hauts gratte-ciel de New York. Ils sont tout au sud de l'île. Donc quand vous prenez votre voiture, que vous arrivez de l'aéroport, c'est ce que vous voyez. C'est le point culminant de ce qu'on appelle la skyline, la ligne des gratte-ciel de New York. C'est le symbole absolu de cette ville. Et c'est effectivement le lieu de plus grand rassemblement dans des locaux de bureaux. Vous avez, on a dit, je crois, 40 000 personnes. Donc c'est à la fois le symbole de la ville, le symbole de la puissance américaine et le meilleur moyen de tuer un maximum de gens. C'est un acte de haine pure. Parce qu'on imagine évidemment la difficulté des secours pour approcher, pour s'organiser dans ces scènes avec ces scènes de panique. En plus, c'est des toutes petites rues. On n'imagine pas que ce soit du tout genre périphérique. C'est des petites rues anciennes, entrelacées. Les gens accèdent par des parkings très profonds sur plusieurs niveaux. C'est très très difficile. Je n'arrive pas à imaginer à quoi ça ressemble d'ailleurs. Avant de rejoindre, merci Nicole Bacharan, avant de rejoindre Roland Jacquard, spécialiste du terrorisme qui est aux États-Unis, Nathalie Renou, d'autres informations? Deux dernières informations. La compagnie American Airlines confirme avoir perdu 2 appareils avec au total 156 personnes à bord. Et la compagnie United Airlines confirme qu'un de ces appareils s'est écrasé en Pennsylvanie et se déclare très préoccupé sur le sort d'un autre avion. Enfin, sachez que les États-Unis ont fermé la frontière avec le Mexique par mesure de précaution. Et le secrétaire d'État américain Colin Powell, qui était en visite à Lima, rentre d'urgence aux États-Unis, bien entendu. Roland Jacquard est en direct avec nous des États-Unis. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous travaillez beaucoup sur le terrorisme, vous connaissez très bien ces questions. Est-ce que vous avez un jour imaginé une opération de cette ampleur? Écoute, une opération de cette ampleur a été imaginée dans des romans, voire dans des films catastrophes. Mais apparemment, elle n'avait jamais été planifiée par les groupes antiterroristes, car il s'agit d'une opération de guerre, d'un acte véritablement militaire, d'un Pearl Harbor terrorisme. Car coordonner toutes ces opérations sur le territoire américain, qui est quand même très protégé, en moins d'une heure, suppose des complicités à très fort niveau, et suppose aussi un commandement militaire de planification de ces actes. C'est pour ça que moi je pense que c'est une opération de service qui ressemble à un terrorisme d'État, sans accuser personne, mais qui a probablement donné ses moyens militaires, ses moyens de service de renseignement, ses moyens techniques à des groupes terroristes kamikazes qui ont opéré sur place et qui ont probablement été installés là depuis un certain temps. C'est une opération qui a été planifiée en tout cas très fortement et très longtemps à l'avance. Vous voulez dire qu'un État terroriste aurait pu prêter ses hommes, ses soldats en quelque sorte, à un groupuscule terroriste? Oui, et ce n'est pas une organisation islamiste palestinienne, une organisation islamiste afghane qui est capable de monter une opération de ce genre. Une seule, oui, mais 3 non, avec le Pentagone, avec, d'après ce que l'on sait, une autre opération qui avait été planifiée sur la Maison-Blanche, avec probablement d'autres attentats qui étaient prévus que nous ne connaissons pas encore. C'est une opération de type militaire avec des gens qui ont fait des repérages pendant de nombreux mois, avec des gens qui ont bénéficié de complicité, qui ont étudié sur maquette ce genre d'opération. Je vous interromps, Roland Jacquard, je vous interromps parce que nous sommes en ligne avec le responsable de l'aéroport de Boston. Alors Boston, c'est la ville d'où un Boeing B757, donc qui assurait la liaison avec Los Angeles, a été détourné. Bonsoir. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez pu recueillir comme information à Boston en ce milieu de journée pour ce qui concerne ces détournements d'avions? I can't discuss any of the security things we have in place. Thank you. Déclaration en direct. Là. Voilà. We should have more information by then, and we're going to make it available to all of you. But thank you very much. Voilà. Alors, on va revenir. Est-ce que Roland Jacquard est toujours avec nous? Oui, oui. Oui, Vincent, vous vouliez poser une question à Roland Jacquard? Non, ce que dire que j'écoutais ce que disait Roland Jacquard, à savoir qu'il envisageait immédiatement l'implication d'un service secret vu l'organisation quasi militaire de cette opération, de ce Pearl Harbor terroriste. Moi, tout le monde pense depuis le début de l'après-midi à la capacité opérationnelle, à la seule organisation terroriste qui soit capable de monter un coup pareil. Et on pense bien évidemment à l'ennemi public des Américains, à Ben Laden,
Qu'est-ce qui, à votre avis, exclut que ce soit ce milliardaire saoudien dont il faut rappeler qu'il aurait 5000 hommes à sa dévotion, une douzaine de camps d'entraînement, des ramifications dans une cinquantaine de pays et dont on a trouvé la trace dans les attentats précédents, notamment contre le World Trade Center. Qu'est-ce qui exclut pour vous cette hypothèse ? Je n'exclus pas du tout cette hypothèse. Je dis qu'il y a eu fortement une complicité entre l'organisation Ben Laden, des kamikazes qui ont été recrutés probablement soit dans ces camps, soit dans des camps favorables à Hamas, vu la situation qui règne aujourd'hui au Moyen-Orient, mais que tout ça a été planifié avec d'autres personnes. Parce que, vous savez, Ben Laden, il est quand même isolé dans ses montagnes en Afghanistan, même si c'est l'ennemi public numéro 1. Et il a des difficultés même de transmission, il n'a plus de téléphone satellite, il est dans des difficultés quand même internes importantes avec des groupes islamistes autour de lui qui lui reprochaient de ne rien faire contre le gouvernement égyptien. Ça, c'était les islamistes égyptiens, les Algériens qui lui reprochaient de ne rien faire en Algérie. Roland Jacquard, on va vous retrouver un petit peu plus tard parce que nous avons évidemment des priorités. Vous vouliez dire un mot, Nicole Macquart? Oui, je pense deux choses. D'abord, on ne sait pas qui est responsable à l'heure actuelle et on est tous en train d'élaborer des hypothèses et c'est bien naturel. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des gens qui ont énormément de moyens et une mentalité de kamikaze. Une mentalité de kamikaze, ça veut dire des gens qui sont prêts à mourir. À mourir, pourquoi? Parce qu'ils défendent une cause sainte. Être un kamikaze, c'est bien simple, c'est que vous foncez dans le mur, vous mourrez parce que après vous avez le paradis, le ciel ou Dieu sait quoi. Où est-ce qu'on voit cette mentalité à l'heure actuelle? Au Proche-Orient. Donc le lien est évident. Il y a à la fois beaucoup d'argent, de gros moyens et un lien avec le Proche-Orient. Et je crois qu'on ne sait tout simplement pas qui, à l'heure actuelle, a fait, commandité, organisé. Alors les réactions ont été innombrables sur le plan politique, bien évidemment. Tous les responsables de l'Union européenne se sont exprimés. Nous avons entendu le président des États-Unis, George Bush, il y a quelques instants. Je vous propose d'écouter Jacques Chirac, qui a interrompu sa visite en Bretagne cet après-midi, donc dès qu'il a eu connaissance de cette tragédie. C'est en effet avec une immense émotion que la France vient d'apprendre ces attentats monstrueux, il n'y a pas d'autre mot, qui viennent de frapper les États-Unis d'Amérique. Et dans ces circonstances effroyables, le peuple français, je tiens à le dire ici, tout entier, est aux côtés du peuple américain. Il lui exprime son amitié et sa solidarité dans cette tragédie. J'assure naturellement le président George Bush de mon soutien total. La France, vous le savez, a toujours condamné et condamne sans réserve le terrorisme et considère qu'il faut lutter contre le terrorisme par tous les moyens. C'est évidemment une nouvelle tragique qui nous a tous frappés cet après-midi. Ce sont des attentats d'une violence et d'une gravité sans précédent qui ont frappé le World Trade Center, le Pentagone, sans doute d'autres lieux dans des grandes villes américaines. Mon premier sentiment est celui d'une émotion profonde, de l'horreur aussi pour cette violence inacceptable, des pensées d'émotion à l'égard des victimes, de leurs familles, et l'expression d'une solidarité profonde à l'égard du peuple américain. Voilà, Lionel Jospin, donc, c'était quelques minutes avant que ne se tienne au Palais de l'Élysée un conseil restreint avec les principaux ministres concernés par les questions de sécurité. Les toutes dernières nouvelles. Les toutes dernières nouvelles, la France vient de déclencher le plan Vigipirate renforcé. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, à l'instant.